Amina Gourib Fakim, la présidente mauricienne impliquée dans un scandale financier, ne quittera pas ses fonctions. Elle a refusé de démissionner. Les Nations Unies veulent réunir 1,7 milliard de dollars pour faire face aux besoins humanitaires en République démocratique du Congo. Puis hors de l'Afrique, les jeunes immigrés aux États-Unis sont dans la tourmente. Le gouvernement Trump veut mettre fin à leur programme de protection. C'était là le sommaire, chers amis téléspectateurs, bienvenue. La présidente mauricienne a annoncé qu'elle ne démissionnera pas de son poste. Amina Gourib Fakim, impliquée dans un scandale financier, conteste les faits qui lui sont reprochés. Voici le reportage. Amina Gourib Fakim, dont le départ a été annoncé la semaine dernière, ne quittera finalement plus ses fonctions de chef d'État. Contrairement à l'annonce faite par son Premier ministre, la présidente mauricienne, embourbée dans un scandale financier, a refusé de démissionner, affirmant n'avoir rien à se reprocher. Elle devait quitter le pouvoir après les festivités du 50e anniversaire de l'indépendance de l'île Maurice. La célébration a été marquée lundi par une cérémonie suivie d'un spectacle populaire dans le haut lieu des courses hippiques de la capitale, Port-Louis. Pour la petite histoire, les faits remontent au début du mois quand le quotidien mauricien L'Express a publié des documents bancaires démontrant que la présidente avait utilisé à des fins personnelles une carte bancaire qui lui avait été remise par l'ONG Planet Earth Institute. Amina Gourib Fakim avait affirmé avoir utilisé par inadvertance la carte de l'ONG PEI pour des dépenses extérieures dans le cadre de sa mission pour un montant global de 26 000 $. Des dépenses qu'elle affirme avoir aussitôt remboursées par virement bancaire. Ces propos ont été corroborés par l'ONG PEI. Scientifique et biologiste de renommée internationale, Amina Gourib Fakim occupe son poste depuis juin 2015. Elle est la première femme à occuper cette fonction honorifique dans l'histoire de l'île Maurice. En Côte d'Ivoire, plusieurs dizaines de personnes, dont des membres du gouvernement et des diplomates, ont participé mardi dans la station balnéaire ivoirienne de Grand-Bassam à une cérémonie d'hommage. Et ce, 2 ans jour pour jour après l'attentat djihadiste qui avait fait 19 morts. Suivez plutôt. Nous sommes au 2e anniversaire du premier attentat que notre pays a connu, l'attentat criminel de Grand-Bassam. Il nous fallait venir ici, nous souvenir de nos martyrs, apporter notre compassion aux familles et à la ville. C'est le sens de cette cérémonie. La Côte d'Ivoire est un pays qui se bat pour qu'il y ait la paix ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région et dans le monde. Nous sommes un pays de paix et nous avons été très touchés par cet attentat. Les Ivoiriens ont été très marqués. Et les Bassamois renaissent de nouveau des cendres. Donc je pense que pour l'heure, si on fait un bilan, c'est jamais encore comme lorsque c'était auparavant, mais c'est nettement mieux par rapport à l'année dernière. 2 ans après l'attentat, les souvenirs sont encore vifs dans les esprits, mais on essaie de faire aller. Aujourd'hui, la population commence à tourner la page vis-à-vis de cet attentat meurtrier qui a vraiment endeuillé le monde entier, parce que ce jour-là, le monde entier était à Bassam. Il y avait les Bassamois, il y avait la Côte d'Ivoire et puis il y avait aussi le reste du monde. Donc aujourd'hui, on commence à se remettre doucement. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a annoncé ce mardi que plus de 16 000 migrants africains volontaires qui se trouvaient dans des camps en Libye ont été rapatriés vers leur pays d'origine en janvier et février. Mais il reste encore, selon elle, 4 000 à 5 000 personnes dans ces camps libyens. Voici les précisions. Devant les députés européens réunis en session plénière à Strasbourg, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a annoncé ce mardi que sur les 2 premiers mois de l'année, janvier et février, ils avaient réussi à sauver et libérer plus de 16 000 personnes des camps de Libye. Selon elle, il reste encore 4 000 à 5 000 personnes dans ces camps libyens, mais elle espère toutefois les faire partir d'ici à 2 ou 3 mois maximum, avec la collaboration des Nations Unies et l'Union africaine. Pour rappel, c'est en réponse à la situation critique rencontrée par les migrants bloqués en Libye, venus d'Afrique et du Moyen-Orient et qui tentent à terme de rejoindre l'Europe, en traversant à leur risque et péril la Méditerranée,
que l'Union européenne avait indiqué en décembre que l'objectif était le rapatriement de 15 000 migrants d'ici à février. Et c'est dans cette optique que fin novembre, un groupe de travail avait été créé lors d'un sommet Union européenne-Union africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est composé de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale des migrations et du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. En République démocratique du Congo, un haut responsable des Nations Unies s'est engagé mardi à Kinshasa à tout faire pour recueillir 1,7 milliard de dollars pendant la prochaine conférence internationale des donateurs. Ces fonds, une fois réunis, serviront à répondre aux besoins humanitaires de la RDC. Les détails. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la situation en République démocratique du Congo. D'après l'ONU, 4,5 millions de personnes sont des déplacés qui ont fui leur lieu de vie en raison des conflits qui traversent le pays. L'organisation estime aussi que plus de 2 millions d'enfants courent le risque de mourir de malnutrition et plusieurs provinces ont connu une détérioration des conditions humanitaires au cours de ces derniers mois, selon le Bureau de coordination humanitaire des Nations Unies, OCHA. Toujours selon l'Organisation des Nations Unies, entre 10,5 et 13 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire en République démocratique du Congo. Une situation à laquelle l'organisation veut remédier. Et afin d'atteindre son objectif, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence s'est engagé à tout mettre en œuvre pour recueillir 1,7 milliard de dollars pendant la prochaine conférence internationale des donateurs. Une promesse faite au terme d'une visite de 2 jours en République démocratique du Congo. Direction le Mali, le richissime homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Il a été investi à l'issue de la conférence nationale de son parti, l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba, qui s'est terminée dimanche dans la ville de Nioro du Sahel, dans le nord-ouest, près de la frontière mauritanienne. Aliou Boubacar Diallo sera sur la ligne de départ pour l'élection présidentielle de juillet prochain au Mali. Son parti, l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba, a procédé à sa désignation à l'issue de sa conférence nationale qui s'est terminée dimanche dans la ville de Nioro, dans le nord-ouest du pays. L'homme d'affaires, qui est notamment propriétaire d'une mine d'or au Mali, a affirmé être candidat pour construire un Mali meilleur, un pays qui a de quoi sortir de sa crise actuelle s'il a le leadership qu'il faut. Après avoir soutenu le président Ibrahim Boubacar Keïta, le parti de l'homme d'affaires a quitté en 2016 la majorité présidentielle pour rejoindre les rangs de l'opposition. Une demi-douzaine de candidats s'est déjà déclarée pour la présidentielle au Mali, mais le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a toujours pas dit s'il se représenterait en juillet prochain. Parmi les autres candidats figure le maire de Sikasso, Khalifa Sanogo, l'ancien ministre et militaire Moussa Sinko Koulibaly, ainsi que 2 hauts fonctionnaires internationaux, Modibo Kone, un ancien de la Banque ouest-africaine de développement, et Amadoun Touré, ex-chef de l'Union internationale des télécommunications. Au Bénin, la Fédération internationale des ambassadeurs du développement FIAD du professeur et coach Patrick Armand-Poyon a procédé à la remise de diplômes en coaching africain à plusieurs de ses apprenants. La cérémonie de remise de diplôme s'est tenue à Cotonou. On fait le point. Ils sont une vingtaine issus de différents parcours professionnels, dont des hauts gradés de la fonction publique, des opérateurs économiques, des professeurs d'université venus du Togo, du Ghana, du Mali ou encore du Bénin et bien d'autres pays à obtenir leur diplôme de doctorant en coaching africain. Avec cette formation, les récipiendaires sont désormais dotés de rudiments nécessaires en coaching. C'est une leçon de choses, une leçon de vie. Parce qu'à travers le coaching, je suis devenue moi-même. Je me suis déprogrammée, je me suis reprogrammée et j'ai l'équilibre en moi-même et autour de moi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai pu effacer toute négativité dans ma vie et je me suis reprogrammée et tout est positif en moi. Je peux déplacer les montagnes par la programmation et c'est grâce au PM Poyon, Patrice
Armand. Nous avons eu l'occasion, par exemple, d'écouter des professeurs d'université de haut rang, de rang magistral. Nous avons écouté des médecins spécialistes. Nous avons écouté différentes catégories de personnes qui ont reconnu d'abord la transformation opérée dans leur vie par le coaching, qui ont reconnu l'utilité du coaching, qui ont reconnu le travail. Mais nous leur donnons un titre de doctorant en coaching. Et ça peut paraître ronflant, mais en réalité, ils le méritent. Ils le méritent parce qu'aujourd'hui, ils ont une bien meilleure maîtrise même du processus doctoral que bien d'autres choses. Tout au long de leur formation, les récipiendaires ont acquis des connaissances dans la maîtrise de la densité du coaching africain et les référentiels de vie. Ils ont aussi été formés dans le domaine des démarches à adopter pour être un meilleur coach et dans l'étude des cas stratégiques du coaching en Afrique. Et pour finir, aux États-Unis, 700 000 migrants arrivés illégalement avant leurs 16 ans sont protégés par un programme depuis Obama. Mais l'administration Trump a annoncé vouloir mettre un terme à ce statut temporaire renouvelable tous les 2 ans. Voici le reportage. Ce soir-là, ils sont une quarantaine à être venus écouter cet avocat dans la banlieue de Washington. Parents et adolescents immigrés sont anxieux. L'administration Trump a promis de supprimer le DACA. Ce décret d'Obama protège les Dreamers, arrivés illégalement aux États-Unis avec leurs parents quand ils étaient enfants. L'abrogation est contestée en justice et le Congrès n'arrive pas à se mettre d'accord sur une alternative. En attendant, le statut de Nicole, 17 ans, est en suspens. Un jour, notre gouvernement tweet qu'il aime ses Dreamers, qu'il veut tout faire pour les protéger. Mais ensuite, comme par exemple au discours sur l'état de l'Union, il parle des Dreamers comme des criminels. Nicole joue au volley et participe au journal du lycée. Mais à la différence de ses camarades, elle n'est pas citoyenne américaine. Un secret qu'elle a mis du temps à partager avec ses amis. Tu réalises ce qu'elle dit et tu te dis, ça arrive à des vrais gens, c'est mon ami. D'une certaine façon, ça vient de nulle part, c'est comme un choc. Arrivée de Bolivie bébé, Nicole a découvert à 15 ans qu'elle était sans papier. Elle qui se croyait américaine tombe des nues. Après ça, je me suis dit, ok Nicole, tu dois accélérer le rythme, tu dois le faire. Ça va être dur, mais tu dois travailler plus dur, étudier plus, tu dois t'engager. Ses parents et ses 2 sœurs sont aujourd'hui régularisés. Mais si la loi tourne en sa défaveur, Nicole pourrait être expulsée dans un pays dont elle n'a aucun souvenir. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Ils peuvent aller après elle. On ne sait pas. Alors oui, nous avons peur. Selon un récent sondage, 76% des électeurs américains seraient favorables à la naturalisation des 700 000 Dreamers vivant aux États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. À très bientôt. Au revoir.